La F1 fait une petite pause après ce dernier triple header, mais pas de répit pour les pistonnés sur le pont jusqu'à la fin de cette passionnante saison 2021. Oui, je peux déjà vous l'annoncer, jusqu'au Grand Prix d'Abu Dhabi, il n'y aura pas de pause les amis. Vous aurez même une émission spéciale la semaine prochaine avec Julien Febvreau, où il nous parlera davantage bien sûr de sa personne. Mais on est de retour aujourd'hui en plateau, j'espère que vous avez dégusté le débrief du Grand Prix du Qatar. Si ce n'est toujours pas le cas, allez-y, allez la retrouver sur First Team Sport bien sûr, avec la présence notamment d'Antoine, le pit stop qui nous accompagne aujourd'hui encore pour ce magazine et pour ce grand débat autour de Fernando Alonso. Salut Antoine. Salut, encore une fois heureux d'avoir été là pour le débrief et heureux d'être là pour parler de Fernando Alonso, un pilote qui a marqué mon enfance, on peut le dire. Justement, j'allais te demander, tu fais partie des adorateurs de Fernando Alonso ? Alors c'est un peu bizarre parce que adorateur non. Pourtant, mes souvenirs les plus vifs d'enfance, c'est la Renault jaune et bleu, ces dimanches-là. Donc quelque part, je ne suis pas un immense fan d'Alonso, je ne suis pas un de ses adorateurs, mais j'ai beaucoup de respect, surtout d'admiration pour lui. Et mine de rien, son époque Alonso face à Schumacher m'a beaucoup marqué dans mon adoration pour la Formule 1, c'est sûr. On rappelle que tu es un peu Ferrarista aussi, hein. C'est ton papa qui t'a donné le goût du rouge, la couleur rouge et des voitures qui vont vite. C'est ça, j'ai pas eu trop de choix à ce niveau-là. Donc, Ferrarista. Donc aussi Alonso quelque part m'a marqué aussi de ce côté-là, puisqu'il a couru chez Ferrari pendant mon adolescence. Donc ouais, clairement. En face de toi, le traditionnel tic et tac, bien sûr, le H, Hamza Ramani et BG, bien sûr, Brice Germain. Ça va les gars ? Ce débat, ça faisait longtemps qu'on voulait le faire. Hein. Et j'ai hâte de voir enfin Hamza Ramani ne pas être objectif. C'est vraiment un truc que j'ai hâte de voir. Tu veux dire depuis un certain dimanche du Castellet où il s'est transformé en guerrier mexicain dans la horde des fans hispanophone. Finalement, on aurait pu me filmer si j'étais à chaque Grand Prix, à chaque fois qu'il y a Pérez, on me voit, Vamos Checo, parce que la réalisation se préfère montrer des Vamos Checo plutôt que des. Non mais tout va bien en Formule 1, la réalisation c'est génial. Écoutez, à continuer. J'ai pensé à toi dimanche parce que j'ai vu une scène comme ça en effet, j'ai pensé à toi, je me suis dit. Il n'y a pas que ça, mais bon, c'est pas le débat. Des choses. Si vous n'avez pas vu bien sûr l'émission avec Julien Febvreau sur l'évolution notamment de la réalisation et de la production broadcast, n'hésitez pas à aller la voir. Hamza Ramani était particulièrement remonté. Allez, on regarde justement le sommaire du débat qui nous attend aujourd'hui. Regardez toutes les questions à laquelle je veux que l'on réponde aujourd'hui. Fernando Alonso a-t-il changé ? Est-il passé de démolisseur à bâtisseur ? Ça sera la première question qu'on va se poser dans ce débat qui va venir très rapidement. A-t-il une nouvelle page à écrire en F1 ? Et je tournerai même la question, moi d'un point de vue plus personnel, est-ce que ce comeback n'était pas nécessaire tant il est sorti par la petite porte en 2018, et puis on bouclera avec la question du débat. A-t-il véritablement réussi son retour ou doit-on attendre 2022 pour répondre à cette question ? Vous avez les différents thèmes, vous avez le débat, vous avez le sujet. Je vous propose qu'on lance tout de suite. À l'été 2018, lorsque Fernando Alonso annonce à la terre entière qu'il va quitter la Formule 1, c'est un pilote usé, qui n'est plus trop aimé, on peut le dire, en interne du côté de chez McLaren. C'est aussi également un pilote qui n'a pas d'autre opportunité, en tout cas pas celle de conduire dans une voiture qui peut lui permettre de gagner. Le souci dû notamment peut-être à des choix de carrière parfois un petit peu discutables, par une attitude aussi également qui a pu d'ailleurs le rendre détestable au sein du F1 Circus. Fernando Alonso est de retour, la pandémie peut-être l'a fait réfléchir. Ses aventures dans le Rallye Raid, dans WEC notamment, et puis du côté d'Indianapolis, lui ont peut-être apporté un bon bol d'air. C'est pour ça qu'on va poser la première question de savoir est-ce que Fernando Alonso a changé depuis son départ de la Formule 1, notamment dans cette parenthèse enchantée entre 2018 et 2021. Le premier aspect de Fernando Alonso, lors de son premier passage en Formule 1, il a souvent été décrit comme un démolisseur d'écurie, un démolisseur aussi également de coéquipiers. Bref, la domination et surtout la dictature Alonso dont nous parlait Jacques Villeneuve il y a encore quelques semaines. C'est un destructeur dans une écurie parce qu'il détruit tout ce qu'il y a autour de lui pour mieux régner, et ça a fonctionné, c'est comme ça qu'il a gagné ses championnats. Les coéquipiers étaient complètement détruits, incapables de conduire ses monoplaces. L'avis de Jacques Villeneuve qui rejoint l'avis de beaucoup d'observateurs de la Formule 1 qui ont pu observer justement le premier passage de Fernando Alonso dans la discipline. L'avis désormais d'Esteban Ocon cet été, juste après le Grand Prix de Hongrie. Esteban Ocon s'exprimait au micro des pistonnés et parlait de sa relation justement avec Fernando Alonso. Mais on s'entend super bien, il y a vraiment une bonne ambiance dans l'équipe, on pousse de la même façon, on donne les mêmes feedbacks, on se cache rien, il n'y a pas de stratégie égoïste, des petites choses faites en douce que j'ai entendues de la presse. C'est fou comme on peut faire une réputation en fait de quelqu'un alors qu'on n'est pas en contact
de l'intérieur. C'est juste incroyable, en fait. Je viens de me rendre compte de tout ça. Le gars est pas comme ça. Pas du tout. À écouter ces deux visions, on pourrait penser que Fernando Alonso est bipolaire. A-t-il changé entre ces deux époques? Est-il passé de destructeur à bâtisseur? C'est la première question que j'ai envie de vous poser sur ce plateau. La parole à toi, mon cher Antoine. C'est vrai qu'Alonso a toujours eu cette réputation de serpent, de tacticien au sein d'une écurie pour tirer toute l'attention de l'équipe à lui. Est-ce que cette réputation elle est méritée? On entend Ocon qui disait qu'il n'avait rien à voir avec ce personnage-là. Je pense quand même que Fernando Alonso a eu des tendances et des comportements qui ont pu être toxiques dans un certain moment dans certaines écuries. Je pense aussi que c'est un compétiteur hors norme qui va souvent mettre en avant plutôt lui que l'équipe par moment. En tout cas, il l'a fait. Maintenant, il est clairement différent cette année. On l'a vu. Il y a un peu le côté histoire d'amour avec Renault, retour, mec qui a mûri entre-temps. Donc on a vraiment un côté émotion, on a un côté plus calme et j'ai un peu l'impression qu'Alonso est surtout passé de... Il faut se rappeler de comment on le décrivait quand il quittait la Formule 1, les années 2014, 2015, 2016. Il est un peu passé du vieux boomer au vieux sage, j'ai envie de dire. Maintenant, tous les aspects de sa vieillesse et du pilote expérimenté, c'est positif. C'est le mec qui a du talent, qui est toujours là à 40 ans, qui sait faire. Voilà. Et je trouve que tout tourne positivement parce qu'il est plus assagi pour l'instant. Je pense qu'il a la marque des grands champions, à savoir de construire une écurie et puis derrière de se l'approprier et qui, du coup, entraîne une destruction du coéquipier et une destruction de l'écurie elle-même parce qu'elle n'est faite que sur lui. Si on prend aujourd'hui les écuries dans lesquelles on pense qu'il a été destructeur, on pense à quoi? On pense à Renault, on pense à McLaren, époque Hamilton, pas époque Button, et on pense à Ferrari. C'est les 3 seules écuries dans lesquelles il a gagné un Grand Prix. Ouais. Donc, c'est les écuries dans lesquelles il a construit quelque chose et il se battait pour le titre. Et en se battant pour le titre, à partir de là, il n'y a plus de place au travail d'équipe. On va se battre pour soi. Donc, oui, effectivement, il est arrivé à créer des voitures avec un pilotage si particulier que forcément le coéquipier ne s'en sortait pas. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui fait ça aussi et ça s'appelle Max Verstappen. Donc, on n'a pas vu assez avec le recul de ça, mais au final, Max Verstappen, est-ce qu'il n'a pas détruit Pierre Gasly à ce moment-là? Est-ce qu'il n'a pas détruit Alex Albon à un moment donné aussi? Donc il faut remettre un petit peu les choses en perspective. Je pense qu'Alonso n'a pas changé. Il a toujours été un bâtisseur quand l'écurie était à bâtir. Une fois que l'écurie est bâtie, peut-être qu'à ce moment-là, Esteban Ocon n'aura peut-être pas le même discours. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'intérêt de Fernando Alonso, finalement. Oui. Je pense que Fernando Alonso, Esteban Ocon et Alpine ont tous le même objectif. Bâtir une équipe, améliorer la voiture et si possible, éviter ce genre d'image et avoir un Fernando Alonso qui se bat pour la victoire. Le jour, et on l'espère en 2022, si Alpine se retrouve à la régulière à lutter pour, même pas pour le titre de championnat du monde, mais au moins pour des podiums à la régulière et des victoires. Là, à ce moment-là, peut-être qu'on verra un Fernando Alonso différent, un Fernando Alonso qui va retrouver, entre guillemets, encore une fois, c'est ce qu'on dit. Moi, j'ai jamais été au cœur d'une écurie pour le voir. Mais quand on me dit Fernando Alonso, c'est un destructeur, peut-être qu'à ce moment-là, on retrouvera Alors, je sais pas si finalement c'est la mauvaise partie de Fernando Alonso. Parce que mine de rien, le talent de son pilotage te permet de surperformer. Si demain Alpine a une voiture capable à la régulière d'aller faire des top 5, lui, il va te l'amener régulièrement sur le podium. Ouais. Ça fait partie, on en parlait lors de l'émission Renault il y a un an, je crois, quand Fernando Alonso est officialisé. Si tu prends Fernando Alonso, tu sais ce qui t'attend. Soit tu lui donnes toutes les clés, et dans ces cas-là, tu as l'assurance d'avoir une voiture compétitive, peut-être pas, mais en tout cas, de savoir que le problème ne vient pas du pilote. Ouais. Et dans ces cas-là, tu peux te concentrer sur le développement de ta voiture. Soit tu prends 2 pilotes moyens ou un pilote moyen ou un jeune pilote à la place de Fernando Alonso, et dans ces cas-là, ta référence c'est Esteban Ocon, qui n'a pas autant d'expérience, de vécu que Fernando Alonso, et du coup, la progression et le développement de cette voiture serait plus long et compliqué. Ce que vous nous dites, c'est que Fernando Alonso n'a pas vraiment changé, mais que la situation autour de lui, si je reprends les propos de Brice, que la situation autour de lui aurait pu changer. Moi, j'ai quand même l'impression, les gars, que sa manière d'être aussi a changé. Esteban Ocon te l'avait très bien expliqué cet été, Hamza, dans notamment le travail d'échange de data. Je crois qu'il y a notamment un Grand Prix, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est à Zandvoort, où ils ont fait des choix complètement différents, notamment de réglage.
réglage entre guillemets en open source au sein du garage Alpine, où justement Ocon avait regretté de ne pas avoir suivi l'approche et la philosophie de Fernando Alonso. Moi j'ai l'impression quand même que cet éloignement de la Formule 1 a été bénéfique et pour Alonso et pour le public. C'est-à-dire que le public en avait marre de le voir comme ça aigri au fond de la grille et quelque part se disait c'est à la limite qui parte et qu'on n'en parle plus. Et lui quelque part il était tellement à fond, et on y reviendra sans doute dans la deuxième partie, mais à fond sur cet objectif F1 où il a sacrifié toute sa vie personnelle, où ça ne rimait plus à rien de rester, il avait besoin de prendre des bonnes vibes ailleurs. Qu'a fait Fernando Alonso pendant ces 2 ans? Il a couru quasiment tous les week-ends. Et surtout en endurance, qui est entre guillemets un sport automobile collectif, où il y a le partage de connaissances, le partage de données. Je vous invite à voir sur Amazon le doc sur Fernando Alonso. C'est une mini-série sur Fernando Alonso. La saison 2, je crois, elle sort en décembre. Elle est sortie là, ça y est. Elle est sortie, ouais. Elle est sortie ? Ouais, elle est sortie, ouais. Vous voyez aussi qu'il y a une nouvelle approche. Fernando Alonso a appris une nouvelle approche du sport automobile, à savoir le partage. Le partage de données, le partage d'informations. Et il a vu que c'était bénéfique de partager parce que les autres allaient partager. Et ça allait. Ils avaient tous ce même objectif. Et on se retrouve aujourd'hui dans cette situation chez Alpine. Et finalement, aujourd'hui, Fernando Alonso, peut-être bénéficie-t-il de cette ouverture d'esprit qu'il a eu en endurance. On rappelle qu'il y a eu des problèmes quand même avec Toyota. L'histoire s'est mal finie comme très souvent avec. Mais il a retourné les têtes. C'est-à-dire que chez Alpine, il y a quand même 50% de Enstone, Viry-Châtillon et du board qui n'étaient pas très très chauds à l'idée de le faire venir. Et il est dans une opération aussi de séduction avec Alpine. Qui dit opération de séduction? Parce qu'il y a quand même une différence. De chez Renault, il est débauché pour aller chez Ferrari avec Santander qui met des millions. Il arrive en patron. Quand il retourne chez McLaren, il arrive pour construire un projet et c'est la tête de gondole. Il a cette image de pilote qui est double champion du monde et qui aurait dû avoir 5 titres à ce moment-là. Donc, il est le roi quand il arrive dans une écurie. Et c'est un peu le cas aujourd'hui, non? Quand il arrive, je suis pas d'accord. Tu sais que dans le doc d'Amazon, il explique très bien dans la saison 2, justement. La saison 2 ouvre sur son comeback en Formule 1 et il explique très clairement, c'est la seule fois d'ailleurs qu'on l'a entendu dire ça, il avait le choix pour revenir en Formule 1. Il avait notamment 2 choix. Alpine d'un côté, le choix un petit peu du cœur, et ce qui aurait pu être le choix de la raison, c'est-à-dire non pas Red Bull mais Aston Martin, qui l'a contacté même avant que Alpine et Renault soient rentrés en contact avec Pierrot quand on était exactement à Barcelone. Exactement, c'était d'ailleurs ton intuition à l'époque. Après, ce qu'il a appris chez Ferrari, c'est que être dans cet état d'esprit-là trop tôt dans une lutte pour le titre, ça allait détruire l'écurie et la faire perdre en performance. Il faut que l'écurie soit au top pour que ça fonctionne. Parce que chez Ferrari, il a imposé son style direct. Il a mis Felipe Massa au pas. Il a fait être champion 2 fois. Et derrière, ça a gangréné l'écurie. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment en train de construire quelque chose avec Alpine. Mais sincèrement, si les résultats sont similaires pendant 4 ans, il nous refera une McLaren. Hein. Oui, et la patience, elle va exister 2 ans. Mais... Moi, je pense surtout qu'Alonso, il est extrêmement intelligent, ce mec. Ça se voit notamment au niveau du relationnel avec les gens. Et je pense que ça lui permet d'avoir fait 2 choses durant les 2 dernières années. La première, c'est d'avoir un petit peu compris ce qui avait manqué dans ses échecs récents, qui sont pas que de sa faute, on y viendra. Du coup, il a fait tout. On a parlé Kamsa, l'endurance, etc. Il a été voir d'autres choses. Il s'est fait, je pense aussi, plaisir pour un peu évacuer une frustration. Ça lui permet du coup, de ce côté-là, de revenir en Formule 1 avec un bagage qui lui manquait peut-être sur les dernières années, et d'un autre côté ça lui permet de charmer tout le monde. Alonso, moi c'est ça que je retiens quand les gens parlent de lui, c'est que soit il y en a qui n'ont pas été dans son camp et qui entre guillemets le détestent, le critiquent, disent que c'est un serpent, un mauvais mec, ou les autres qui me semblent totalement limite amoureux du type, parce que quand tu travailles avec lui, tu dois croire en ce qu'il fait, tu dois être vraiment subjugué par ses performances. Donc je pense que voilà, c'est l'intelligence. Il n'y a pas d'entre-deux, c'est très clivant, quoi. Et je pense que le mec est ultra intelligent et ça lui permet de bien se positionner. Et là, je pense qu'il est revenu pour mieux se positionner. Hamza, tu voulais rajouter quelque chose tout à l'heure? Non, mais ce que tu disais en fait sur les sports co, ce que j'appelle sport co, l'endurance, c'est vrai qu'en IndyCar, il y a eu Romain Grosjean en début de saison qui expliquait qu'en IndyCar, lorsqu'il débutait en IndyCar, les autres pilotes venaient le voir et lui donnaient des conseils, notamment sur les différentes trajectoires à prendre. Je pense que aussi Fernando Alonso a découvert cet univers-là. Moi, je pense sincèrement que cet aspect, un nouvel aspect qu'il a appris sur ces 2 ans, lui permet d'élargir notamment son relationnel en Formule 1. Maintenant, encore une fois, moi j'ai toujours mes doutes. Si demain Alpine a une voiture performante,
On verra à ce moment-là. C'est trop compliqué aujourd'hui de répondre à cette question. En tout cas, c'est vrai qu'on dit qu'en interne, tout se passe bien. On rappelle que Ocon peut-être partait avec un petit peu d'avance dans cette saison 2021, notamment dans la relation avec les ingénieurs, avec l'usine, tout simplement. Alonso, on a bien retrouvé quand même le boss depuis plusieurs mois. C'est-à-dire, il est tout le temps fourré ou à Viry, parce qu'on le suit pas mal sur Instagram, et il a l'avantage de parfois donner ses données GPS. Il est quand même très souvent à Viry. Il est quand même l'essentiel du temps à Enstone. Méfiez-vous des apparences. Méfiez-vous du côté communication, etc. Le boss est de retour, en tout cas, dans ces deux usines. Je voulais vous relancer sur un deuxième point qui me paraît en tout cas très très important. C'est est-ce qu'il a une autre histoire à écrire avec la Formule 1. Rappelez-vous un petit peu de cette déclaration. Non, attends, pardon, excusez-moi, pas la déclaration. On va écouter surtout d'abord Esteban Ocon. On va le réécouter en tout cas quand il parle justement de l'implication de Fernando Alonso au sein d'Alpine. Vous allez voir, il a 40 ans, mais il a toujours faim. C'est un gars qui vit autour de la course. Il n'y a que la course pour lui. Il va se réveiller le matin, il va faire du vélo parce qu'il pense que ça lui il bénéficie ça pour sa condition physique pour la course. Après, l'après-midi, il va faire du simu, il va rouler sur son simu, sur Air Factor, etc. parce qu'il pense que ça peut l'aider pour la course. Après, il va faire du kart parce que il pense que ça peut le garder sharp entre deux courses. Donc le gars vit vraiment pour la course et il a juste plus rien à prouver maintenant. Mais il est quand même à 200% à 40 ans à performer comme il le fait et c'est juste un grand respect. C'est une légende du sport automobile, c'est un des meilleurs. C'est un des meilleurs, il n'a plus rien à prouver, c'est ce que voulait rajouter bien sûr Esteban Ocon dans cet élément sonore. Et justement, quand on voit l'implication de Fernando Alonso et les propos là de Esteban Ocon, est-ce qu'il a une autre histoire à écrire avec la F1 ? Qu'est-ce qui a pu motiver ce retour en Formule 1 ? Je veux vraiment votre avis sur cette question. L'amour du sport automobile, l'amour de conduire. Seulement ? L'amour de la compétition. Seulement ça ? De sa part, moi je pense. Sûrement. Après, dans le storytelling, oui, il y a une autre histoire à écrire. Ouais. Il y a la moitié de sa carrière qui est bouffée par cette image, en fait. À partir de 2010, même 2007, si on veut prendre ça. Pas parce qu'il n'est pas titré, c'est pas ça. J'ai l'impression un petit peu quand même. En fait, tu prends 2007, mais oui, remarque, si t'as mis ta craque. 2012, il est champion en 2012. Est-ce que tu te rends compte ? Est-ce que tu as cette image de Fernando Alonso depuis 2007 ? Je pense que oui, quand même. Parce que au final, il a réussi à rendre totalement fou Felipe Massa. Il a réussi à rendre totalement fou tous les gens chez Ferrari. 2012, il a une épave. Il a un tracteur. Mais bien sûr. Red Bull a un avion qui est pas fiable, certes, les problèmes d'alternateur avec Renault. Tu crois que Ferrari pense qu'ils ont une épave ? J'espère. Je suis pas sûr. J'espère qu'à ce moment-là, Ferrari avait conscience de leur retard sur Red Bull. À la régulière, le titre était injouable. Mais bien sûr. Mais en fait, il a sublimé des choses, mais c'est pas l'image qu'il a laissée. Ça. Moi, je suis pas d'accord. Moi, ce que je retiens de Fernando Alonso, excuse-moi, sincèrement, notamment sur son passage chez Ferrari, c'est 2012 et c'est Fernando Alonso, surtout 2012 pour moi. Fernando Alonso, qui n'a rien à se reprocher, qui avec une voiture de Formule 2, j'exagère volontairement le trait, joue le titre mondial à Sébastien Vettel qui avait un avion. Moi, c'est tout ce que je retiens vraiment moi, c'est l'image en tout cas que j'ai sur 2012 et que ces deux abandons ne sont pas de son fait. C'est l'accrochage provoqué par Grosjean à Spa et l'accrochage provoqué par Raikkonen à Suzuka. Non, je suis d'accord. Il n'a plus rien à prouver au niveau du talent. Ça, je pense qu'on le sait tous. Arriver à jouer le titre avec cette Ferrari, effectivement, c'est énorme. Même chez McLaren, après, il y a eu des bonnes choses qu'on a pas assez mis en lumière. Par contre, là où il est encore à prouver, c'est au niveau de la reconnaissance et quelque part du palmarès. Parce que Alonso, c'est pas forcément toujours sa faute dans sa carrière, je pense. Ferrari, on l'a dit, c'est pas lui le favori cette année vu les machines, les différentes machines du plateau. Contrairement à 2010 où il se battait avec Weber. Finalement. Après le choix de McLaren Honda, clairement il n'a pas une voiture pour jouer le titre. Donc le palmarès lui a, on va dire, jamais souri. En fait, depuis qu'il a quitté Renault la première fois et qu'il est tombé sur l'os Lewis Hamilton chez McLaren, il cherche ce troisième titre. Et depuis qu'il n'a pas réussi à prendre la main face à Hamilton chez McLaren, il n'a pas trouvé la bonne place. Il est retourné chez Renault, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché après chez Ferrari, ça n'a pas marché chez McLaren. Il n'a pas cette place, donc il a prouvé encore sur le côté palmarès reconnaissance. Justement, je fais juste une pause, les gars. Justement, tu parlais des choix de carrière, on y vient tout de suite. Est-ce que du coup, ce comeback n'était pas
obligatoire. Regardez 2 citations. Fernando Alonso, lorsqu'il quitte la Formule 1, lorsqu'il annonce qu'il quitte la Formule 1 à l'été 2018, on est en plein mois d'août, et il fait cette déclaration. C'est le 17 août 2018, très exactement. La F1 n'a plus rien à voir aujourd'hui avec ce qu'elle était quand j'ai commencé. La Formule 1 m'a toujours fait rêver, mais depuis que les règles ont changé, ce n'est plus le cas. Je dirais même que les plus beaux challenges qui m'attendent ne sont plus ici. Donc c'est-à-dire un départ par la toute petite porte, presque frustré, presque, en tout cas, plus animé par cette passion de la Formule 1. Regardez cette déclaration de Toto Wolff. Elle date d'il y a seulement quelques semaines. C'était le 4 novembre 2021. Alonso est sans doute l'un des meilleurs pilotes de l'histoire de la Formule 1. C'est décevant pour le sport qu'il n'ait pas plus de 2 titres à son actif, mais en F1, il faut comprendre que l'univers ne tourne pas autour de vous. Certains pilotes sont imprudents et croient qu'ils sont le centre de l'univers. Aucun de nous ne l'est. Nous ne sommes que des planètes en rotation. Il existe de nombreux exemples où un grand talent a échoué parce qu'il manquait d'intelligence, et ce sont les choix peu judicieux de Fernando qui m'ont empêché de penser qu'il pourrait piloter un jour chez nous. Est-ce que, quand on voit cette déclaration Toto Wolff, on connaissait l'avis de Red Bull également sur la question de Fernando Alonso, tous les top teams qui ne voulaient plus de Fernando Alonso, est-ce que quelque part son image était tellement écornée qu'il était obligé, puisque c'est un passionné sport automobile, tu l'as dit, qu'il souhaite laisser une empreinte dans ce sport et qu'il a montré déjà par l'impression beaucoup de choses, est-ce qu'il était obligé de revenir pour changer l'état d'esprit autour de lui? J'ouvre une parenthèse, si Polo, tu peux juste me remettre la déclaration Toto Wolff, que je vais tout de suite refermer, mais quand tu parles de centre de l'univers, alors que monsieur a refusé depuis plusieurs années de mettre George Russell parce qu'il y avait Lewis Hamilton, je trouve que c'est culotté de sa part. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, sur le... Enfin, ça gagne, hein, chez Mercedes. Ouais, mais à la différence d'Alonso. Ouais, mais si tu veux, mais c'est l'objectif, c'était l'objectif aussi de Fernando Alonso. Et aujourd'hui, Lewis Hamilton a le même objectif, c'est de gagner. Et pourquoi est-ce qu'il ne change pas? Parce qu'il se dit, je suis dans ma zone de confort. Enfin, on va pas refaire le débat qu'on a fait des millions de fois. Après, sur le choix de carrière de Fernando Alonso, est-ce que quand tu fais un mauvais choix de carrière, entre guillemets, après, je suis personne pour le juger, mais ça peut être du hasard. J'ai l'impression que Fernando Alonso, c'est que des mauvais choix de carrière. Ouais, je suis d'accord avec toi. Même quand il part de chez Renault pour aller chez McLaren, le fait de l'annoncer un an à l'avance, c'est une erreur déjà à l'époque. Après, moi, sur le reste, j'ai tendance à être un peu plus mesuré. Effectivement, le choix d'aller chez McLaren, de se confronter à Hamilton, je pense que du moment où il bat pas Hamilton, il se met dans un mauvais timing pour toute la suite de sa carrière, en fait. Parce qu'après, il n'a plus le choix que de partir de McLaren. Il retourne chez Renault. Renault n'a pas la compétition pour. 2009, il refuse Red Bull, hein. 2009, Red Bull lui proposait 2 ans de contrat, lui a refusé parce qu'il voulait absolument 2010 Ferrari. Après, a posteriori, c'est facile de dire. Voilà, s'il gagne en 2010, on n'a pas le même. Voilà, c'est ça le truc. Et après, aller chez Ferrari, c'est pas non plus de base une mauvaise idée. Il a failli gagner le titre avec. Quand il quitte Ferrari, il veut encore gagner, mais la vérité, c'est qu'il a plus trop d'autres choix que de signer dans le projet McLaren. Je pense qu'il y croit, mon projet McLaren. Je pense qu'il y croit aussi, mais je pense que le fait que ça ait marché n'est pas que de sa faute. Est-ce qu'il a vraiment le choix en 2014 Celui qui part. Quand il quitte Ferrari pour aller chez McLaren, je pense qu'il en a marre de Ferrari. Oui, c'est ça. En fait, comme tu dis, on était à un tel point au niveau en interne chez Ferrari que ça semblait logique pour Ferrari de se séparer de Fernando Alonso. Clairement. Et ça semblait logique pour Fernando Alonso de quitter Ferrari. Oui, mais derrière, est-ce qu'il a d'autres options? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, derrière, il n'y a que McLaren pour aller le chercher. Et on sait que McLaren, à ce moment-là, on devine pas tout de suite que ça va être la catastrophe que ça a été, mais on sait que McLaren n'est pas non plus en grande forme ni à son prime. Oui, c'est le début d'un projet. Tu vois, bah oui, voilà. C'est le début d'un projet. Là, il a été catastrophique. Mais il n'y a pas d'autre choix. C'est-à-dire que Red Bull ne voulait pas non plus de lui. Renault était au chou, pardon, excuse-moi, mais les autres grandes équipes de l'époque ne voulaient pas de Fernando Alonso. C'est une réalité aussi. McLaren en 2014, la dernière saison du moteur Mercedes à l'époque, c'est pas si mal. Hein. Enfin, Button fait régulièrement des podiums à ce moment-là. Et puis, c'est pas un mauvais choix. Hein. En coéquipier, ça devient Jenson Button, donc ça légitime aussi. T'as un champion du monde comme coéquipier, ça légitime aussi le projet McLaren Honda. Après, tu parles d'autres. Mercedes, ils avaient leur duo Rosberg, Hamilton. Enfin, si tu veux, les places étaient prises. Mais on a bien vu que Toto Wolff s'est jamais dit, tiens, je vais peut-être refaire par exemple la paire Hamilton-Alonso. Alors qu'à l'époque, Mercedes était justement dans le côté Let's Them Race et on veut 2 coéquipiers sans consigne. Il y a eu 2016. Voilà, complètement. 2016 a été un tournant chez Mercedes et je pense dans la carrière de Toto Wolff. Est-ce qu'on ne devrait pas plus se concentrer sur la période justement catastrophique dont vous parliez tout à l'heure, 2015-2018, où cette McLaren plonge, où elle entraîne aussi Fernando Alonso dans un plongeon infernal, que ce soit sur le côté attitude, vous verrez passer dans le barco, certaines radios qui sont devenues mythiques, mais qui lui ont fait et qui lui ont causé aussi énormément de mal. Moi, j'ai la sensation, et tu sais, Cyril Abitboul l'avait très bien expliqué au retour, de Fernando Alonso en Formule 1 l'année dernière. Il avait dit, on avait le choix, on a longuement hésité au moment, tu sais, où ils ont pris Daniel Ricciardo, on a longuement hésité entre faire Ricciardo
et faire revenir Fernando Alonso, mais la raison voulait que ce soit Daniel Ricciardo. Et pourtant, Fernando Alonso a écrit l'une des plus belles pages avec Renault. Ce retour, il est presque obligatoire. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus, les gars? J'ai surtout envie de dire que c'est son départ de la Formule 1 qui était obligatoire. Il est obligé de partir pour revenir. Parce que comme tu l'as dit, si Renault le prend pas et prend Ricciardo à sa place, c'est qu'à l'époque où il y a la décision entre les deux, c'est ce Alonso-là dont on parle. Voilà, ce Alonso qui gueule, qu'on ne connaît plus que par les énervements à la radio, qui a aussi été monté par toute la médiatisation, etc. Il y avait d'autres choses à dire de ce Alonso-là. Donc oui, quelque part, il est obligé de partir pour revenir. Et on disait tout à l'heure, le choix Ferrari, le choix McLaren, quelque part le choix Alpine 2021 et du coup 2022 et plus, c'est aussi un pari. Quelque part, là aussi, il n'a pas trop le choix. Il ne sait pas si Alpine, ça va marcher ou pas, mais c'est son dernier shot, sa dernière possibilité pour jouer ce fameux 3e titre. Je crois qu'il est en train d'essayer de prouver qu'il peut faire un bon choix. Oui. Et que, du coup, pour prouver ça, il a besoin que tout soit sain dans l'écurie. Et que s'il veut aider Alpine à lui offrir une voiture qui puisse se battre pour le titre dans la nouvelle ère qui arrive, il a besoin de construire quelque chose de sain. Parce que on l'a quitté avec une image de mec qui a fait que des mauvais choix et qui a détruit ses écuries. Aujourd'hui, s'il revient, qui fait un duo avec Ocon qui fonctionne, ce qui est le cas pour le moment, et qui permet à Alpine, par les qualités de mise au point, de grimper, de faire des podiums et de jouer des victoires, on retiendra le Alonso de 2005-2006 et ce Alonso-là. Ouais. Et on se dira, ok, le mec a une capacité de recul, de remise en question, et en fait, tout ce qu'on a pu dire de mauvais, je parle pas forcément que de nous, mais de tous les observateurs en général, ça sera balayé par un bon choix. Et ce retour, il est obligatoire pour qu'on se souvienne de Fernando Alonso comme d'un double champion du monde qui avait un talent exceptionnel plutôt que d'un mec qui a ruiné sa carrière rapport à des choix. La dernière image de sa carrière est super importante. Ouais. Exactement. Et on se rappelle que la dernière image à Abu Dhabi, c'est short de la voiture. Il y avait les donuts, bien sûr, avec Vettel et Hamilton, ce qui avait été assez incroyable. J'avoue, très ému devant moi à la télé, très heureux ce jour-là. Mais il y avait ce truc-là, c'est un bisou à la caméra et je suis très content de partir. Est-ce que quelque part, le retour de Fernando Alonso n'était pas bien plus obligatoire, si je prends le fil de l'histoire et ce qui s'est passé ces dernières années, que le retour de Michael Schumacher ou que le retour de Kimi Räikkönen, quelque part? En termes d'image, je pense qu'on a tout dit. En termes d'image, Fernando Alonso, tu quittes McLaren et tu quittes la F1 comme ça. C'est un vieux aigri qui râle à la radio alors que il n'est peut-être pas lui-même irréprochable, même si lui estime, et l'a souvent dit, que ses meilleures saisons en termes de performance pure, c'était limite chez McLaren entre 2015, à partir de 2015. Ce retour lui permet, entre guillemets, de se racheter une nouvelle image sur la fin de sa carrière. Est-ce qu'il pourra lutter pour le titre de champion du monde? Ça, ce serait le Graal, je pense, pour lui. Mais en tout cas, ce retour, avec en plus les nouveaux médias, enfin les réseaux sociaux, l'ouverture des écuries, la nouvelle F1, ça lui offre une image là, et c'est un Fernando Alonso frais. C'est un instant fraîcheur qu'il nous apporte lorsqu'il part, Voilà, Est-ce que le retour est obligatoire? Non. Parce que quoi qu'il arrive, le palmarès ne changera pas. Nécessaire. Mais c'est l'impression, on juge sur l'impression. Il était le premier pour moi, il à n'est dire, pas nécessaire. c'est pas les stats que je vais juger, mais c'est in fine, quand je prendrai du recul sur une période, c'est l'impression, c'est la sensation. T'as envie de le voir sans pression pour une fois. T'as envie de le voir sans ses attentes, parce que t'en as plus en fait, sur lui. Et du coup, tu profites d'un pilotage qui a fait rêver beaucoup de monde, qui moi m'avait beaucoup énervé pendant les années 2000, mais que c'est pour ça qu'on a beaucoup aimé. Mais que je reconnais comme étant exceptionnel. Et au final, j'ai l'impression qu'avec cette place chez Alpine, dont on n'attend pas grand-chose, on en profite plus. Encore une fois, ce Fernando Alonso frais, j'ai l'impression vraiment qu'il revient juste pour son plaisir personnel. Voilà, il revient en F1, il kiffe. Là, il y a 2022, on verra ce que ça donnera en 2022. Mais à mon avis, lui déjà ne se met pas de pression. Voilà, c'est juste, je prends du plaisir. Et à partir de ce moment-là, c'est un Fernando Alonso 5 qui arrive. Si demain, il a la possibilité de gagner, et là on le voit faire signer des podiums, évidemment qu'il va y aller. Et je parle de pas de pression, mais l'objectif de base, je pense, c'était juste kiffer au volant. Projetons-nous alors sur le bilan de cette saison 2021 de Fernando Alonso très rapidement et la projection vers 2022. Est-ce que le retour de Fernando Alonso, est-ce qu'on peut considérer d'ores et déjà qu'il est réussi? Je rappelle qu'on voulait faire ce débat bien avant déjà le podium qu'il a effectué du côté du Qatar. Juste le petit tableau très rapidement pour résumer les faits d'une saison quand même, on peut le dire, ma foi réussie. Vous allez voir même en comparaison avec ce qu'on a pu voir par le passé. Sa meilleure saison depuis 2014.
2014. Il faut dire que la voiture aussi, entre 2014 et 2018, a tellement été cata que c'était pas difficile. Mieux que chez McLaren sur le plan comptable. Premier podium depuis Hongrie 2014. Et surtout, moi, ce qui m'a impressionné, c'est ce temps de réadaptation à la Formule 1 qui a finalement été très court. Une image, on l'a dit tout au long de ce débat aussi, également plus positive. Un Fernando déjà qui semble être rajeuni de 15 ans. Son leadership positif sur Alpine, c'est ce qu'on suppute en tout cas depuis le début de ce débat, et puis cette ambition toujours aiguisée à l'âge de 40 ans. Retour réussi pour Fernando Alonso, mon cher Antoine, et surtout, peut-on le juger avant 2022 ? C'est une autre question un petit peu sous-jacente quand même à tout Alors, côté sportif, saison réussie, oui. Très peu de temps d'adaptation, tu l'as dit. J'ai le souvenir de Monaco où il galère parce qu'il y a une qualif compliquée, des réglages compliqués, mais après ça, c'est le Fernando Alonso qu'on connaît, 14 entrées dans les points sur 20 courses, dont 11 sur les 15 derniers Grands Prix, je crois, un truc du genre. Donc voilà, il est là. Ce qui m'impressionne aussi, c'est qu'il a toujours ce petit truc en plus, notamment face à Ocon, pour être au final toujours dans les points le dimanche. Il a ce truc-là. Côté sportif, saison réussie. Côté com, 100% réussi. Il n'y a qu'à voir comment on parle de lui. C'est un Alonso charmeur, détendu. Il y a ce fameux truc du plan, elle plane. Tout le monde pousse dans la même direction. Il y a un vrai truc. Donc de ce côté-là. On dirait un dictateur d'Amérique du Sud, le mec. Ah non, mais quelque part, ça marche parce que ça fédère autour de lui et c'est ce qui lui manquait avant. Il a redoré son image par rapport à ce qu'il y avait avant chez McLaren. De ce côté-là, c'est validé. Mais cette année, c'était facile. Cette année, il savait qu'il ne jouait pas le titre. Cette année, il savait qu'il avait qu'une chose à faire, c'était tirer dans le même sens avec l'équipe, parce que ce qui importe, c'est 2022. Là, c'était juste une question de redorer son image, de bien pousser. Il s'est mis dans les bonnes conditions pour revenir fort pour 2022, mais ce sera l'année prochaine, le juge de paix. Si ça rate, qu'il s'énerve encore un petit peu à la radio, qu'il n'a pas les résultats escomptés et qu'il est parti fin 2022 ou fin 2023, ça se trouve, on aura un bilan sur Alonso qui sera négatif. Coup d'épée dans l'eau. Ça ne servait à rien de revenir, on aura peut-être le même bilan que sur le retour de Schumacher. Voilà. Par contre, si ça marche, là oui. Mais cette année, c'était la préparation de terrain, et sur la préparation de terrain, il a vraiment été excellent. La différence que Schumacher aide à construire l'une des plus grandes hégémonies de l'histoire de la Formule 1, ne l'oublions jamais. Je pense qu'il monte en puissance. 53 points sur les 10 derniers Grands Prix. Franchement, je trouve qu'Alonso est dans une bonne phase. Le plus grand nombre de dépassements cette saison. Voilà, au top. Ouais. Comment dit l'avocat en espagnol de Fernando Alonso ? L'avocado, non? Il me semble. Non, mais je pense que tu as tout dit. La saison, pour moi, est réussie. Fernando Alonso est présent à chaque temps fort d'Alpine sur les grands moments. Les moments dont on se souviendra. Fernando Alonso répond présent. La victoire d'Esteban Ocon, Fernando Alonso a une part prépondérante puisqu'il retient quand même faire Lewis Hamilton plusieurs tours. Là, il fait son podium au Qatar à la régulière. Il participe évidemment au développement de la monoplace et au progrès, parce qu'Alpine, on se souvient qu'en début de saison, alors forcément, moi le premier, c'est mon erreur. En fin de saison dernière, quand tu vois ce que fait Renault, tu te dis, si à la régulière, Renault est capable d'aller jouer presque des podiums, ou en tout cas des top 5, Fernando Alonso, il va nous régaler. Finalement, Alpine revient de très loin. Il y a eu cette progression, je pense, qui est l'une des plus marquantes de la saison. Si tu prends toutes les écuries, peut-être avec Ferrari. Il est présent aussi pour faire le spectacle. Course sprint à Silverstone. Ouais, c'est vrai. C'est ça. S'il n'y a pas Alonso, on n'a pas le même. En plus, c'était la première à l'époque, donc c'était génial. Non, c'est Alonso qui nous a régalé. Les 2 tours à Bakou, la fin de course à Bakou sur le restart, Clairement. il gagne je ne sais plus combien de positions. Donc au final, la saison, je pense, est réussie. Après, le retour, évidemment, c'est beaucoup trop tôt. Tu sais, il y a un truc qui montre que la saison est réussie, c'est qu'au début, quand même, il y avait une pression énorme. On rappelle qu'il arrive à Bahreïn, il n'est pas à 100%. Il y a l'accident de vélo. Ah ouais. Tu le vois bien d'ailleurs sur le podium. Hier, on voyait bien qu'il y avait une plaque en titane au niveau de la mâchoire. Parce que quand il souriait, ça commençait un petit peu à se sentir. Mais il arrivait avec une pression énorme, archi attendue. Ça faisait 6 mois que Renault communiquait à fond sur lui, qu'on l'avait fait rouler à Abu Dhabi, qu'on l'a fait rouler un petit peu partout, etc. Mine de rien, cette pression, c'était de l'eau, quoi, quelque part. Parce que même, enfin, tu vois, on n'a même pas eu le doute dès Bahreïn, alors qu'il n'était pas à 100%. Il a montré que oui, le talent était encore là et qu'il n'y avait pas de souci, quoi. On se rappelle qu'il y a eu un début de saison. Alors, je ne sais pas si on va dire compliqué, mais en tout cas, il a eu un début de saison moins bon que par la suite, parce qu'au-delà de l'adaptation, il a eu un problème. Je ne sais plus si c'était avec la direction ou le volant. Il a demandé à changer en Autriche, la direction assistée, je crois que c'est en Autriche ou en Azerbaïdjan. Depuis qu'il y a eu ce changement, là, tu as un Fernando Alonso qui est en constante progression. Donc, non, je pense vraiment, sincèrement, que la saison est vraiment réussie de la part de Fernando. Et ce qui est très fort, c'est qu'il a su
saisir chaque petite occasion de faire parler de lui en bien. On n'a jamais parlé de lui en mal cette saison parce qu'il n'y a pas un accident, il n'y a pas une déclat qui sort du moule, il n'y a rien. Par contre, il a su avoir le départ du course sprint, le coup en Russie où il coupe le premier virage. Ça a plu à beaucoup de monde parce qu'il a su appuyer là où les gens critiquent. Donc hop, il a su faire ça. Ce qui est fou, c'est que Ocon a gagné en Hongrie. Généralement, quand un mec gagne, on se souvient que de ça. Et encore aujourd'hui, on se souvient tous de ce qu'a fait Alonso dans cette course. Et c'est rare parce que lui, il est même pas monté sur le podium. Et généralement, les gens oublient très vite. On n'a pas oublié, pour moi, c'est révélateur qu'Alonso, cette année, il a su à chaque fois qu'il avait la petite occasion marquer les esprits. Et vraiment, comme Esteban Ocon l'a très bien dit dans l'interview que tu avais menée, Hamza, cet été après sa victoire à Budapest, ce qui est impressionnant chez Alonso, c'est que, je reprends les mots d'Esteban Ocon, Esteban Ocon disait, on a vu des pilotes changer d'écurie à l'intersaison et des pilotes galérer dans leur réadaptation à cette nouvelle écurie. Lui, il a quitté la Formule 1 pendant 2 ans, il est revenu, on a l'impression que ça n'avait jamais... Il a mis un petit peu de temps quand même pendant la première partie de saison. Il y a eu Bahreïn, effectivement, mais derrière, Ocon a pris quand même un lead. Très compliqué, par exemple. Ocon a pris un lead que Alonso a récupéré un peu après la moitié de saison, mais c'était un jusqu'au changement de direction assistée. C'est ça, exactement. Voilà les amis, en tout cas pour ce grand débat, n'hésitez pas à commenter cette émission en commentaire comme d'habitude bien évidemment. Et puis nous tout de suite on va lancer le quiz. C'est l'heure du quiz et j'espère qu'ils n'ont pas révisé ceux qui sont autour de ce plateau. On a eu un changement les amis, pour rien vous cacher. Changement de dernière minute, notre ami Brice Germain se sentait pas très bien. Il est sorti du plateau. Peut-être qu'on a un peu trop parlé de Fernando Alonso et c'est vrai que son amour pour Fernando Alonso était... le bide, ouais. Et du coup je suis très très fier d'avoir sur ce plateau l'un des hommes à l'origine aussi, on peut le dire, de ce très beau projet, Monsieur Paul Harrer, qui était... aujourd'hui dans la lumière, très souvent dans l'ombre quand il s'agit d'enregistrer cette émission. On peut le féliciter pour ça. Et on peut le féliciter pour ça, ça mérite des applaudissements. Merci, tout à fait. merci, c'est gentil. C'est un réel honneur d'être présent pour ce quiz avec vous les gars, sachez-le. Alors, le truc... J'ai essayé de tout donner, j'ai quelques billes sur la F1, j'ai essayé de tout donner pour essayer de briller. Ça fait 3 ans que t'es là, ça fait 3 ans que tu nous entends. C'est ton moment. Puis, les débats Formule 1 qu'on faisait quand on était à l'école ensemble. C'est pas une blague, on était à l'école ensemble. Si vous n'étiez pas là avec nous sur la première émission, vous découvrez peut-être que le piston d'Hamza est juste à ses côtés aujourd'hui. Ça c'est vrai. Antoine, bien évidemment, toujours avec nous les amis. Quiz avec un énorme retour. Aujourd'hui, c'est le retour bien sûr du quiz de la grille, mais avant ça, on va partir sur une énumération. Le sujet de l'énumération apparaît tout de suite sur cet écran. L'équipe Hamza et Polo contre Antoine pour retrouver les 44 pilotes à avoir décroché le titre symbolique de vice-champion du monde de Formule 1. On commence avec Antoine forcément. Alors, oui, dis-moi. Ça marche aussi pour les pilotes qui ont été champions après. Exactement, okay. Tout à fait. Je vais donc dire Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, tout à fait. Il a été vice-champion du monde. C'était bien sûr en 2007 et 2016. 2 fois. Vous pouvez vous concerter, les gars. Quoi, Hamza prends-en et dès que t'en as plus. On peut faire ça aussi. Non, parce que j'ai peur d'envoyer. J'en ai pas mal en tête. Bon, il faut savoir quand même que je sais pas. Il y a gain de temps là. Allez-y, les gars, c'est Sébastien Vettel. Sébastien Vettel, merci beaucoup. 2009, 2017, 2018, Antoine. On a du Damon Hill. Damon Hill, tout à fait. Damon Hill 94, 95. Valtteri Bottas, normalement il y est, mais je le vois pas. Oui, 2019-2020. Quel imbécile, j'aurais dû le faire de tête. On a le sujet de l'émission, Fernando Alonso. Fernando Alonso, en effet, c'est le 5e. 2010, 2012, 2013, 3 fois ça lui est arrivé. 5e dans l'histoire. Nico Rosberg. Nico Rosberg. Ouais, Nico Rosberg, 2014. Non, pas sur Rosberg. Ouais. On va avoir Niki Lauda. Niki face à James Hunt. Lauda face à James Hunt, oui, tout à fait. 76. Vous êtes fort, les mecs. James Hunt, vous êtes sûr, vous validez? Non, on n'est pas sûr. Peut-être une fois. Moi, je pense. Peut-être une fois. Les gars, il me faut une réponse là, assez rapidement, les gars. Alors, on valide pas. Vous validez pas? Bah, il me faut une autre proposition. Irvine. Ouais, Irvine, 99, tout à fait. J'ai Felipe Massa. Felipe Massa, 2008. Tu vois? Coulthard. David Coulthard, bravo, 2001. J'ai Prost. Alain Prost, en effet, 83, 84, 88, 90. Ayrton Senna, 89, 93. Sterling Moss. Bien évidemment, le plus connu, bien sûr, des rois sans couronne. 55, 56, 57, 58, 4 fois de suite. Aïe. Vas-y.
Rubens Barrichello, logiquement, il doit y être, notre ami Rubinho. Oui, tout à fait, 2002-2004. Toutes mes excuses, j'ai mis un petit peu de temps. Je commence un peu à arriver au bout. Est-ce qu'on n'aurait pas notre ami Kimi Raikkonen? Si, Kimi Raikkonen, 2003-2005. Ouais, il est génial, ces numérations me régalent. Villeneuve. Jacques Villeneuve. Alors, oui, Tu peux. oui, tout à fait, 96. C'est moi qui l'ai dit. Oui, non, Bravo, mais, bravo mon polo. Bravo mon polo. Sûr. Antoine seul contre 2 quand même. Ah hein. ouais, c'est pas très le meilleur Attends, des accueils qu'il ait connu. Tu dis ça comme si j'étais expert en Polo, Formule 1. je connais ta Ah, culture en je suis venu e-sport. faire le nombre ici. En vrai, je me demande s'ils l'ont pas quasiment tous été, donc je vais partir sur un Nigel Mansell peut-être. Nigel Mansell, il est là bien sûr. 4e dans la hiérarchie, 86, 87, 91. Ah, il l'a dit. Il l'a dit. Oh, aïe, les gars. Il y a quelques champions du monde qu'on n'a pas cités. Je pense, mais j'ai un doute. En fait, j'avais une telle densité à l'époque. Vas-y, on va le dire. Piquet. Nelson Piquet, est-ce qu'il y est? Nelson Piquet, il me semble, de tête, que c'est le cas. En effet, 80. Ah, la vache. Antoine, est-ce que tu peux répliquer? Ouais, je vais tenter un. Jackie Stewart. Jackie Stewart, oui, 68, 72. Le jeu continue. Oh, c'est énorme. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Vrai doute, gros. Ah, Vas-y, on tente. Je sais pas du tout. Moi, je te dis ça, frère. On tente. Allons-y. Hakkinen. Mika Hakkinen, oui, Ouais. en 2000. Ça fait 5 minutes que tu me dis Et Hakkinen. relance Ça le fait 5 jeu. minutes que tu me dis Hakkinen. Ça fait 5 Il minutes. relance le jeu. Oh la vache. Combat de boxe incroyable, les J'en suis arrivé gars. à un point, Je vais dire Juan Manuel Fangio. Juan Manuel Fangio, mais oui, Antoine. non. 50-53. Jusqu'où vont-ils aller? Jusqu'où énorme. cette émission va continuer? C'est du jamais vu, je pense. C'est du jamais vu. Attends, mais si, il l'a dit, pardon. On l'a dit, chef. Qui. Il y en a un que vous n'avez pas cité, les mecs. Clac. Il y en a un incroyable que c'est vous n'avez pas évident. cité, les gars. Fittipaldi. Fittipaldi, oui, Emerson Fittipaldi, putain, 73-75. Antoine, as-tu de quoi répondre? Magnifique, ce Antoine, ce combattant du Ah ouais, jour. c'est magnifique. Tu auras le dossard en sortant. Perdre maintenant serait quand même une grosse désillusion. Non, mais il y en a d'autres, il y en a plein, il y en a des évidents. Il y en a des évidents. Des évidents. Ça des champions du monde et je vais te Attends, dire mais on l'a pas dit. punaise. On a dit Michael, on a dit mince. T'es sûr? Attends, faut que j'en trouve un dernier. Je vais tenter un truc fou, Mike Hawthorne peut-être. Mike Hawthorne, je crois qu'il y est pas. Ouais, non, ça me dit rien. Attends. C'est le mec qui avait un up, lui? Ouais, exactement. Merci mon Polo. Oui, il est là. Je vous l'ai dit, il a une culture, le monsieur. Hawthorne n'y est pas. Est-ce que vous pouvez me proposer autre chose? On propose de ce qu'on relance. Est-ce que Michael y est? On l'a dit ou pas, Michael? J'ai dit Michael. Michael Schumacher, tu l'as dit? J'ai dit Michael, ouais. Je l'avais pas rayé sur mon truc. Ouais, c'est pour ça. J'avoue. Attends, non, j'ai pas. Si, j'ai dit Non, Michael je crois pas. premier, me Je crois semble. pas que tu l'aies dit. Hamilton en premier. Personne n'a dit Michael Schumacher. Hein. Si, je crois que- Le coéquipier de Button chez Ranger. À voir. C'est Rubens. Mais c'est Vettel qui Ah ouais. finit vice-champion. Ok. Et je dis Schumacher. Hamilton en premier. moi, je dis Michael Schumacher. Schumacher, moi il me semble que tu Bah, es moi, sûr que tu as dit. J'ai dit Hamilton en premier. T'as mis donc pas Hamilton sûr. en premier, Pas Michael sûr. Schumacher n'était pas sorti, 98, 2006, ils prennent les points, Je m'avoue l'équipe vaincu. Polo, Hamza, mais ça a été très très bon. On va se régler sur la finale les amis, c'est l'heure du grand retour, c'est l'heure de la grille de F1. Ah, c'est cool, ça. Saurez-vous retrouver les pilotes, les 26 pilotes ayant participé à la saison 2001? Regardez, on a l'habillage, ça peut peut-être la vous vache. aider. Oh putain. Ça peut peut-être vous aider. Voilà l'habillage. Oh la vache. Mets-le en barcode, Tom, s'il te plaît. Les amis, on se concentre et je laisse la main Voilà, bien sûr à voilà. Antoine qui est seul. C'est lui qui entame bien sûr Ok, cette incroyable grille 2001. Michael C'était il y a Schumacher. 20 ans. Comme ça, on est sûr d'avoir dit Première direct. saison. Michael Schumacher. Première saison de Fernando Alonso 2001. Michael Schumacher, c'est validé. Alonso. Fernando Alonso, en effet, pilote Minardi, toute première saison. Rubens Barrichello. Rubens Barrichello, bien évidemment. Rubinho, il est où? Oui, il est là. Pilote Ferrari, bien sûr. Il est fini vice-champion du monde cette année-là. Mika Hakkinen, chef. Mika Hakkinen, forcément. C'est sa dernière saison chez McLaren Mercedes. David Coulthard. David Coulthard, en effet, coéquipier de Mika Juan Hakkinen. Pablito Montoya. Ah, Juan Pablo Montoya, merci Gars. beaucoup. On l'aimait. Hein. Williams BMW à l'époque. Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen, pilote Sauber en 2001. Première saison en Formule 1. Jenson Button. Oui, Jenson Button. Il y est, Jenson Button. Je sais, parce que je le vois, en fait, je crois qu'il est en bas à gauche chez Benetton, me semble-t-il. Je vous dis ça de mémoire, je le retrouve juste sur ma feuille. Jenson, il est où, Jenson? Oui, il est là, bien sûr, Jenson Button.
Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve, en effet. Jacques Villeneuve qui avait disputé peu de Grand Prix, il me semble, avec Baronda. Je leur ai donné une piste. Olivier Panis. Olivier Panis, tout à fait. C'était son coéquipier, le Français, cette saison-là. C'est validé pour Olivier Panis sur la Baronda. On a Jean Alesi. On a Jean Alesi, c'est sa dernière saison qui avait commencé chez Prost, qui avait terminé chez Jordan. Jean Alesi. Oh là là, maintenant. On tente. Mais allez-y. Trulli. Arnaud Trulli, mais oui, mes amis. Jordan. Il était chez Jordan à ce moment-là, tout à fait. J'hésite entre deux. Herbert. Herbert. Il me semble que non. Herbert a arrêté juste avant. Je me demande si Herbert n'arrête pas en 2000 ou en 99. Ça fait 2 fois que je gagne un quiz grâce à Johnny Herbert. Attends, il faut valider. Attends, il faut confirmer. Il faut une réponse de mieux. Est-ce que notre ami Antoine, on tente. Vas-y. Ou Frenzen. Ouais, Sarah Frenzen, j'hésite entre les deux. Qui avait remplacé Alain Prost chez Prost et Alain Prost, Jean Alesi. Et voilà, il y en avait quelques-uns que vous avez pas eu. Ralf Schumacher, Luciano Burti, Eddie Irvine. Verstappen. On avait Verstappen, le père, tout à fait. Il y avait Nick Heidfeld aussi. Il y avait Enrique Bernoldi. On avait Heidfeld aussi. Gaston Mazzacane. Voilà. Physico, Trulli, je crois que vous l'avez dit. Et sinon, les autres, vous les avez à peu près tous eus. Voilà les amis, en tout cas pour ce jeu de la grille. Bravo. On était équipe estre. Polo, il vient jamais pour rien dans les émissions, crois-moi. Et il repart avec une ceinture qu'il va falloir vous partager les amis. La ceinture des pistonnés. Pas de Grand Prix la semaine prochaine, mais il y a une émission. On a rendez-vous avec Julien Febvreau. C'est 10 souvenirs de Formule 1. La carrière de Julien Febvreau, résumée en 10 photos. Il y en aura peut-être même une bonus, ce sera à retrouver. Merde. Dès mercredi, c'est loupé. Dès mercredi 1er décembre, voilà, c'est mieux. Merci beaucoup, les gars en régie. Mercredi 1er décembre, Julien Febvreau, exceptionnel, reste dans les pistonnés pour une demi-heure de souvenirs et d'anecdotes autour de la Formule 1. Antoine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un immense plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Tu reviens quand tu veux. Je me suis régalé. C'est un régal de pouvoir échanger F1, comme c'est un régal de pouvoir écouter les analyses du H. Monsieur Hamza Rahmani, merci d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. C'est un grand bonheur. Merci à toi pour ton excellente présentation. Oh, c'est gentil. Tu vois, on te croirait presque chez Michel Drucker, c'est ça que j'aime. Mais le meilleur d'entre nous, c'est bien sûr Polo Harrer. Polo qui est venu suppléer comme ça notre ami Brice. On va prendre de ses nouvelles. On espère que tout va bien pour notre ami Brice, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Mon Polo revient quand tu veux aussi. Il est venu, il a vu, il a vaincu. Voilà. J'avais pris une habitude de pas trop gagner de quiz, mais j'aime bien l'idée d'en gagner, quel que soit le sport. Ça fait du bien au moral. Ça fait du bien au moral. On remettra ça en jeu tout à l'heure sur Sport, Manu. Exactement. N'oubliez pas les rendez-vous Winamax après chaque qualif et avant, bien évidemment, chaque course. Et puis nous, on se retrouve le lundi et le mercredi. C'est le sprint final de cette saison 2021. Alors ne manquez rien, bien évidemment. Salut les amis.